Le monde change. Chaque changement passe inévitablement par une phase de transition. Dans le domaine de l'accompagnement individuel, changement et transition sont deux processus qu'il faut gérer simultanément. Le changement, c'est le fait de passer d'un état à un autre, d'une situation à une situation nouvelle. Il est observable par des modifications externes. La transition, quant à elle, correspond aux modifications psychologiques générées par le changement. Un changement peut être souhaité, construit, subi ou imposé. En fonction, on ne le vivra pas psychologiquement de la même façon. D'un individu à un autre, la phase de transition sera différente. Un changement peut nous impacter, peu ou pas. Il peut se faire sans que l'on s'en aperçoive. Un changement peut être vécu, accepté, vécu positivement, tandis que d'autres changements nous ébranlent, nous déstabilisent, nous font résister. On peut passer beaucoup de temps à résister au changement, à fuir, à lutter contre une situation, ou à rester là, bloqué, comme sidéré. Ces résistances au changement, des blocages, des pertes de repères, une impression de ne plus savoir qui l'on est, ce que l'on veut, où l'on va, sont une réorientation psychologique indispensable induite par le changement. Ces résistances s'expriment. Elles s'expriment par nos émotions. Le deuil, le déni, la sidération, la colère, la culpabilité, le doute, les reproches, le marchandage, la confusion, la tristesse. Les résistances s'expriment aussi dans notre corps, par des blocages, par des contractions musculaires, par des zones de tension, par des crispations, par une respiration retenue, restreinte, coupée, ou même des douleurs, voire jusqu'à l'installation possible d'une maladie. Vous connaissez peut-être la phrase « du chaos naît l'ordre ». Celle-ci sous-tend que la phase de résistance pendant la transition est un mal nécessaire à la mise en place et à l'acceptation du changement. C'est un travail de deuil de l'ancienne situation pour rebondir dans la nouvelle situation. En 2012, je suis face à la nécessité de mettre en place un changement important dans ma vie. À 30 ans, je suis responsable des ressources humaines, cadre en entreprise. Au bureau, chaque jour, je pleure devant mon ordinateur. J'ai des symptômes, tachycardie, vertige, essoufflement, avec des bilans médicaux qui sont bons. Quand je rentre chez moi, je ne fais que dormir et manger. Je manifeste un état dépressif. C'est la façon que mon inconscient a choisi pour se faire entendre. Vous savez, l'inconscient prend la parole bien souvent par les mots du corps. En mal de reconnaissance, face à un sentiment d'insécurité latent par rapport à mon avenir, en totale séparation avec les gens que j'aime et avec ceux que j'aime faire, mon masque de jeune cadre dynamique se fissure et s'effondre. Il est temps pour moi de laisser cette vie au passé et d'en créer une autre. Depuis, le changement se met en place. Le changement me permet de devenir et être. Avant, ma construction personnelle reposait sur avoir, faire et croire être. Il suffisait bien souvent de répondre aux questions « Qu'est-ce que tu veux avoir ?» pour Noël par exemple. « Qu'est-ce que tu veux obtenir en faisant cela ?» Ou « Qu'est-ce que tu veux faire comme étude, comme boulot, comme projet ?» C'est ce que j'appellerais une phase d'oubli de soi. Pendant cette phase, l'homme développe une grande capacité, celle de se mentir à lui-même. À sa naissance, à notre naissance, nous sommes plutôt relativement purs et innocents. En grandissant,
rapidement, dès le plus jeune âge, on perçoit la réalité de manière subjective et déformée. En grandissant, on perçoit donc la réalité à travers nos 5 sens, des filtres et des mécanismes. En grandissant, nous les renforçons au travers du regard des autres et à travers toutes les expériences de la vie. Ces filtres sont nos 5 sens, notre culture, notre milieu social, notre éducation, notre histoire, les traumatismes que l'on a vécus, nos croyances, nos valeurs, les peurs, les émotions, bien d'autres encore, et même un héritage familial inconscient transmis. Les mécanismes sont des erreurs cognitives d'interprétation, d'étiquetage, de logique. On a les omissions. En effet, notre cerveau ne peut retenir que 7 plus ou moins 2 informations simultanément. Donc nous opérons une sélection, un tri des informations qui nous arrivent. Ensuite, nous avons les généralisations. Par exemple, à la suite d'une rupture amoureuse difficile, envisager de rester seul jusqu'à la fin de ses jours. Les généralisations permettent d'exagérer, de généraliser à outrance ou même de n'apporter aucune nuance, c'est-à-dire de voir les choses en noir ou en blanc. Et enfin, les distorsions. Les distorsions, c'est ce qui nous permet de déformer la réalité. Ce sont des conclusions hâtives, négatives que nous portons. Des interprétations de l'attitude de quelqu'un par rapport à nous. Ou alors encore présumer d'erreurs, de catastrophes, de bien d'autres choses encore, et de coller des étiquettes sur nous-mêmes et sur les autres. C'est Freud qui a écrit en premier sur le mensonge. Il a décrit le mensonge par des mécanismes de protection de l'ego, des stratégies psychologiques que nous mettons en œuvre pour que l'individu évite d'avoir accès à des informations qui pourraient lui faire mal. À partir de ces programmations mentales, de ces schémas psychologiques, nous nous identifions à ce que nous avons, nous faisons, nos capacités, nos comportements. Nous nous oublions, nous nous concentrons sur l'extérieur, sur l'autre, ce qu'il a, ce qu'il fait, comment il se comporte, peut-être ce qu'il peut projeter sur moi. Alors nous mettons en place des stratégies d'adaptation, de sacrifice, de jugement, de critique, de soumission, de rébellion. Dans cette phase, nous luttons, nous fuyons. Nos comportements, nos émotions, nos pensées dépendent de la réalité faussement perçue. Mais tout n'est pas noir ou blanc. Il ne s'agit pas de s'en vouloir, ni de se juger. Toutes ces fuites, ces luttes nous permettent de vivre notre vie à fond, d'engranger des expériences, des souvenirs, des retours d'expérience. Je me suis enrichie de mes années à la fac, de mes années d'expérience professionnelle en tant que cadre, de mes histoires d'amour, de mes succès, de mes échecs. Mais après ces succès, ces échecs, on se retrouve encore confronté à soi-même. J'ai le job que je veux, mais je ne suis pas heureuse. Je voulais cette promotion, mais c'est un tel qui l'a eu. J'ai un compagnon, mais je me sens seule, je me sens mal aimée. Et on se dit des phrases qui commencent par « je ne suis pas assez »,« je ne suis pas à la hauteur »,« je ne suis pas comme il faut ». Alors pour éviter de se confronter à cette réalité, pour éviter de devenir honnête avec soi-même, on se ment à nouveau. On fait porter la responsabilité de ses décisions, de ses choix à l'extérieur. On continue à croire l'extérieur. On continue à fonctionner en fonction des schémas psychologiques, mentaux. Par conséquent, on se fait mal. Et on fait mal aux gens qui nous entourent,
bien souvent les gens qui nous aiment et qu'on aime. On fait des choix néfastes pour soi et pour son entourage. Alors, est-ce que vous avez déjà renoncé à quelque chose d'important dans votre vie pour vous conformer aux normes sociales ou pour faire plaisir à quelqu'un? Est-ce que vous pensez aussi devoir peser un certain poids, gagner un certain salaire, vous marier, avoir des enfants, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, ou parce que c'est bon pour vous? Mais alors, me direz-vous, comment on fait pour arrêter de se mentir? Comment on fait pour reconnaître ces mensonges? Eh bien déjà, on voit qu'on pointe avec son doigt à l'extérieur. Et puis, ce doigt, on le retourne vers soi pour regarder la personne à qui appartient ce doigt. Pour ma part, cela a commencé en découvrant la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est une pédagogie centrée sur la communication, l'apprentissage et le changement de la personne. Cela m'a donné accès à des moyens pour apprendre à utiliser mon cerveau. J'ai découvert comment j'avais programmé mon cerveau pour communiquer, apprendre, échanger. De ce fait, je peux l'utiliser différemment, efficacement et consciemment. Je peux reprendre mon pouvoir personnel pour choisir, décider et agir en toute conscience. En 2016, c'est comme une révélation pour moi d'apprendre tout cela. Comme un immense champ des possibles qui s'ouvre devant moi. Je ne sais pas si vous connaissez cette sensation, ce « Waouh, mais c'était donc ça ». Puis c'est un élan de vie, un souffle nouveau, un retour vers soi. Dans cette phase, il s'agit d'explorer sa vie intérieure. Donc je commence par observer mes mensonges, à en prendre conscience, à voir comment ils se sont installés et en quoi ils m'ont été utiles, ce qu'ils m'ont permis de faire et d'avoir, pour ensuite m'en détacher. Quand on fait cela, on peut laisser au passé le passé, et celui-ci ne détermine plus qui l'on est dans le présent. Il s'agit pendant la phase de retour à soi de prendre la responsabilité de son malheur, de le regarder, d'amener la conscience dessus. Je suis devenue plus honnête, plus ouverte. Je suis devenue plus responsable de mes choix, présente à moi. L'environnement extérieur est toujours là, mais la conscience est tournée vers son intérieur. Pendant la phase d'oubli de soi, on a tendance à juger, critiquer, blâmer l'autre. Pendant la phase de retour à soi, on s'observe. On peut se demander, quand je juge l'autre, quand je critique l'autre, qu'est-ce que ça veut dire de moi ? Le retour à soi, c'est cesser de fuir et de lutter. Le retour à soi, c'est voir que l'on a cherché des solutions à l'extérieur. J'ai longtemps attendu une intervention divine tombée du ciel dans ma vie. Une bonne étoile, un sauveur, quelqu'un qui viendrait me sauver. Beaucoup croient encore à un monde politique providentiel qui viendrait les sauver. Croire en des solutions extérieures ne sert possiblement à rien. Peut-être parfois seulement à nous ramener vers soi. Le retour à soi, c'est aussi se défaire de l'ignorance, de ses avis, de ses opinions, de ses croyances, de ses émotions, de ses conflits intérieurs. C'est le grand détachement pour pouvoir laisser exprimer qui l'on est vraiment dans le monde. C'est l'expression du soi. En effet, pendant la phase de retour à soi, pendant qu'on se concentre sur son intérieur, le monde autour continue de tourner. Et il est indispensable de rester au contact du monde, parce que tout se fait en son cœur, au sein même du monde. Depuis mon plus jeune âge,
et encore aujourd'hui tous les jours, j'ai eu la chance de rencontrer les chevaux. C'est grâce à eux que je suis restée au contact du monde. Sans eux, il aurait été facile de me replier sur moi-même et de fuir encore une fois. Car le monde peut apparaître comme un obstacle, mais en réalité, il est le révélateur. C'est grâce à lui, grâce aux circonstances de vie, grâce aux rencontres, grâce au quotidien, que va se révéler ce qu'il y a en soi. J'ai découvert que si j'imagine que le monde est un ennemi, il le sera, et nous serons en lutte. Par contre, si je fais face à ma vérité de ce que je suis ou que je sois, je peux m'exprimer et réaliser ma vraie nature dans le monde. Je peux désormais endosser les rôles choisis, entrepreneur, coach en équitation, cavalière, soigneuse d'équidés, avec responsabilité et en exprimant ce que je suis. C'est la liberté d'être, la liberté de réaliser sa vraie nature, de réaliser sa raison d'être. Car vous savez, la vie n'a de sens qu'à partir de l'instant où on lui en donne un. On peut alors exprimer sa vérité, celle qui donne de l'énergie, des potentiels, des capacités qu'on n'avait pas auparavant. J'ai développé des capacités de discernement, de patience, de sagesse, de lâcher-prise, de résilience, d'acceptation, bien plus que je les avais auparavant. Tout ceci est un processus progressif, non linéaire. Il y a des hauts, des bas. Il y a des avancées et des retours en arrière. Ce processus, je l'expérimente quotidiennement. Dans des domaines, sur certains sujets, j'exprime ma vérité. À d'autres endroits, je me mens encore. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête, je m'observe, je me demande qu'est-ce que ça dit de moi. Je prends conscience, je décide d'arrêter de me mentir. J'y mets de ma vérité à la place, que je peux exprimer, je peux agir. Je peux agir en étant qui je suis vraiment. Je peux être. C'est le retour à l'équilibre intérieur. On appelle l'écologie intérieure. Dans un système où l'être humain prend part, tout peut commencer par l'écologie intérieure. Le changement commence individuellement. Car si nous faisons en sorte d'arrêter le fait que le système change l'être humain que nous sommes, nous pouvons reprendre notre pouvoir personnel et nous pouvons nous changer nous-mêmes et changer le monde autour. La science des systèmes, la systémique, pose comme principe que tout système est un sous-système dans un système plus vaste. L'être humain dans son monde, dans le monde. Et que système et sous-système sont en interrelation constante. Alors pour finir, je peux que vous encourager et vous dire, soyez vrais et exprimez votre vérité dans le monde.